Oui, bon alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée donc à l'analyse de trois actions du secteur bancaire, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Alors c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux investisseurs un peu néophytes qui souhaiteraient comprendre un peu mieux les chiffres et l'analyse fondamentale sur donc des bancaires, hein. C'est quand même assez différent des entreprises puisqu'on ne parle pas de chiffre d'affaires, et puis de donner un petit peu des guidelines pour savoir dans quelle entreprise bancaire investir. Alors, je le rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? Donc, comment évaluer donc les fondamentaux d'une bancaire, la comparaison BNP, Crédit Agricole, Société Générale, et comment j'investirai dans ces bancaires. On va voir qu'on peut avoir différentes stratégies sur le long terme ou plutôt une stratégie opportuniste. Alors, comment évaluer les fondamentaux d'une bancaire? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bancaires, on ne parle pas vraiment de revenus, mais de produits nets bancaires. Alors, c'est quoi le produit net bancaire? Donc, même si on peut avoir une vision plus ou moins claire de l'activité d'une banque, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit net bancaire ou PNB, c'est le produit bancaire moins les charges d'exploitation. Bon, jusque-là, ça paraît relativement simple à comprendre. Donc, c'est quoi le produit bancaire? Bah, c'est tout simplement ce qu'on appelle la marge d'intermédiation plus les commissions. Et la marge d'intermédiation, bah, c'est tout simplement le résultat de l'activité des prêts. Alors, c'est vrai que historiquement, une banque, l'activité principale, c'était de prêter de l'argent, et donc elle se rémunérait en fait sur le prêt d'argent. Et puis au fur et à mesure, historiquement, les banques se sont diversifiées et donc ont intégré dans leurs revenus la notion de commission. Alors la commission peut être très très diverse, hein. Ça peut être sur des produits financiers, ça peut être sur des produits autres, via des filiales ou via la commercialisation de produits annexes. Alors les éléments que je vous fournis sur les quelques slides, donc la source vient d'un site qui s'appelle Culture Bank, hein. On peut vraiment retrouver beaucoup plus d'informations détaillées. Alors, voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est déjà la première notion, en fait, c'est le produit net bancaire, qui est plus ou moins la différence entre bah, le, le revenu de la banque moins les charges d'exploitation. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution dans le temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité d'intermédiation, qui était historiquement l'activité principale des banques, n'a cessé de baisser dans le temps. Donc tout ça lié principalement à la diversification des activités des banques. Donc j'ai récupéré un tableau, on voit qu'en 88, donc le travail de la banque en termes d'intermédiation, c'était la majorité, on va dire les 2/3, 61%. Et puis en 2003, c'est plus que 40%. Alors, je suis désolé pour les chiffres, j'ai pas de chiffres plus récents, mais en tout cas, on voit qu'il y a une nette tendance en fait dans la diversification de la banque. On peut voir par exemple, donc si on regarde un raisonnement un peu plus large, on voit par exemple que la part de la partie assurance n'a cessé d'augmenter, hein, puisqu'en 88 c'était 3,9 et elle était de 12% en 2003. La partie de OPCVM également, on est passé de 6,5 à 8,3. Alors, ce qui est intéressant néanmoins, c'est que l'activité quand même principale, c'est de faire du crédit. Donc plus les taux de crédit sont élevés, plus les marges de la banque seront importantes. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le fait que les taux d'intérêt directeurs augmentent, ça va favoriser la marge de la banque et donc la profitabilité. Alors ça c'est vrai.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, et on peut le voir au quotidien, c'est que plus le taux de crédit va être élevé, étant donné les prix de l'immobilier, on a de moins en moins on va dire, de foyers qui peuvent donc acheter et donc souscrire à un crédit, à la fois pour des problèmes de taux d'usure, de montant d'emprunt, et également par rapport au prix de l'immobilier qui n'a pas tant baissé que ça malgré la hausse des taux d'intérêt. Donc ça veut dire que si d'un côté la marge fait plus, la banque fait plus de marge en délivrant des crédits, eh bien le fait que les taux de crédit soient élevés et que le prix de l'immobilier soit élevé, derrière il y aura un nombre de crédits, donc un volume qui sera moindre. Voilà, donc c'est pas dit que dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt, les banques vont forcément mécaniquement augmenter leur marge. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avant d'investir dans une banque, c'est que contrairement aux entreprises, il y a énormément de contraintes et de réglementations. Alors, il y a notamment une réglementation qui s'appelle BAL. On est actuellement à BAL 3, qui contraint notamment les banques françaises. Alors, je crois que c'est une contrainte européenne, mais notamment qui est très bien appliquée en France. Euh, donc, BAL 1 a été lancé en 88. Donc l'idée, c'était de réglementer les capacités de crédit qu'avaient les banques par rapport au niveau de fonds propres. Donc on avait pris un premier ratio qui était de 8%. Donc, euh, donc par rapport au taux de crédit, donc c'était limité en fait via ce ratio, donc en termes d'exigence de 8% des fonds propres par rapport aux engagements de la banque. Donc si j'engage par exemple 100 milliards de crédits, il faut que mes fonds propres fassent 8 milliards. Ensuite est arrivé BAL 2, notamment suite au problème en fait des subprimes 2007. Donc au-delà de ce ratio, on a mis également en place une surveillance interne des risques, donc évaluer les risques des crédits en fait. Et donc là, le ratio devient, donc qui s'appelait le ratio Cook, devient le ratio McDonough. On va affiner en fait donc ce pourcentage. Alors avec l'intégration du risque opérationnel et la notion de fonds propres Tier 1. Alors, les fonds propres Tier 1, en fait, c'est la partie stable des fonds propres des banques. Donc on va inclure en fait aux fonds propres donc le capital social, les réserves non affectées, les certificats d'investissement, les intérêts minoritaires, également les actions préférentielles non cumulatives ou non remboursables. Donc on va élargir un petit peu cette notion de fonds propres. Donc, l'évolution de BAL 1 vers BAL 2, c'est un élargissement des fonds propres, ce qui va permettre aux banques de prêter un peu plus, mais en contrepartie, la mise en place en fait de davantage d'outils de surveillance des risques et de transparence en fait sur le fonctionnement de la banque. Ensuite est arrivé BAL 3. On a encore plus renforcé. Donc on va augmenter cette partie, ce pourcentage, donc qui va passer 2013 à 8%, à 2019 à 10,5%. Et on va également distinguer en fait la partie Tier 1 qui ne doit pas dépasser plus de 6%. Voilà, donc des contraintes énormes, mais qui garantissent néanmoins une certaine solidité des banques. Donc ce qui fait que pour un investisseur, investir dans les trois banques Crédit Agricole, Société Générale, BNP, le fait que ces trois sociétés, enfin, ces trois banques ont des contraintes réglementaires assez fortes, c'est plutôt rassurant.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, ces trois banques sont ce qu'on appelle des banques systémiques. Donc, si une banque sur le marché s'effondre, il peut y avoir donc un impact qui peut être assez important. C'est ce qu'on a vu dernièrement en fait, hein. La chute des différentes banques, Silverbank, Crédit Suisse, a eu un impact direct sur les banques françaises, alors, direct notamment sur l'évolution du cours. Voilà, donc faut quand même faire attention à ces aspects. Alors quand on regarde le bilan d'une banque, on va avoir d'un côté les actifs. Donc les actifs, on l'a vu majoritairement, c'est les prêts qui sont accordés, donc que ce soit aux particuliers, aux professionnels ou aux entreprises, hein, donc via votre compte bancaire. Ensuite, c'est également une petite partie de l'activité, c'est des prêts interbancaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si une banque a un surplus de liquidité, eh bien, elle se prête entre elles. Donc, c'est le réseau interbancaire et les prêts interbancaires. Ensuite, en termes d'actifs, une banque peut détenir un portefeuille de titres. Donc, ça peut être des investissements financiers, donc au travers d'actions, d'obligations, d'immobilier ou de produits dérivés. Donc là, il faut faire très attention quand on analyse effectivement le bilan d'une banque. Quelle est la partie produits dérivés, quelle est la qualité des produits dérivés, par exemple. Et également, tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire l'immobilier, tout matériel des banques. Donc l'immobilier, ça peut être tout ce qui est lié aux agences, aux sièges, au centre informatique de la banque. Et puis derrière, tout le matériel associé. Bon, ce sera principalement le parc informatique, par exemple, et puis tous les outils que vont utiliser les employés au sein de la banque. Donc ça regroupe les actifs. Tout ce qui est passif, donc les passifs, c'est principalement les dépôts de la clientèle. Donc c'est un peu le trésor des banques en fait. Donc c'est pour ça que les réseaux bancaires se disputent donc cette ressource qui est le client, que ce soit un particulier, un professionnel ou une entreprise, en vue d'avoir ces dépôts, alors qu'ils soient sur des comptes à vue ou au travers de produits bancaires. On aura également au niveau des banques des certificats de dépôt et des obligations. Donc c'est une ressource plus longue pour les banques qui permet notamment de financer les prix immobiliers. Par exemple, c'est des OAT à 10 ans de l'État français. Et puis les fonds propres, ça ce sont les ressources plus stables de la banque, donc le capital, les réserves, les provisions. Donc les fonds propres sont au centre de la réglementation prudentielle, on l'a vu juste avant, car ils représentent la solidité de la banque. Et les capacités également de la banque à produire des prêts et donc à augmenter son produit net bancaire. Alors, au niveau de l'analyse fondamentale, donc on verra à la fin de la vidéo, je vous ai mis tous les indicateurs pour les trois banques. Moi, je vais me focaliser sur un certain nombre d'indicateurs. On va d'abord regarder le PNB, hein, le produit net bancaire, donc de 2022 entre les différentes banques. On va regarder donc la rentabilité des capitaux propres, hein, puisque c'est un élément qui est prépondérant lorsqu'on fait une analyse dans le secteur bancaire. Et puis en tant qu'actionnaire, on va regarder le rendement du dividende, le payout ratio, est-ce que c'est supportable ou pas, et le price earning ratio. Enfin, à titre indicatif, le cours, hein, si vous regardez cette vidéo dans le temps, j'ai fixé le cours au moment où je tourne la vidéo. On va regarder également des éléments tels que la marge opérationnelle, la marge nette et la croissance du bénéfice par action sur les 5 dernières années. Donc si on regarde le PNB sur 2022, donc on voit que la plus grosse banque en fait c'est BNP. Ensuite Société Générale, Crédit Agricole est à peu près de la même taille si on regarde le produit net bancaire. En termes de rentabilité des capitaux, on peut voir qu'il y a deux banques qui distinguent, c'est BNP Crédit Agricole, donc avec un ROE de 7,46,
là où Société Générale est beaucoup plus faible, hein, puisqu'il est à 2,16. Si on regarde maintenant le price earning, alors effectivement, ça va se refléter, hein, ce RE sur le price earning. On voit que BNP Paribas a un price earning de l'ordre de 10, 5,6 pour Crédit Agricole et 3 pour Société Générale. Donc on sent nettement en fait Société Générale qui est un peu plus en risque. On le voit également au niveau du payout ratio, puisque la partie bénéfice net est distribuée à hauteur de 53% pour BNP, donc c'est une gestion plutôt saine. 64% pour Crédit Agricole, c'est également correct, alors qu'il est de 95% pour Société Générale. Alors qu'on a un rendement, on va dire pour BNP Société Générale de l'ordre de 7,6% et 10% pour Crédit Agricole. Donc si on regarde le payout ratio et le rendement, on voit que on est plutôt à l'avantage de BNP. BNP pourrait tout à fait augmenter son dividende, il pourrait le faire et dans ce cas on aura un rendement même encore meilleur que 7%. Alors, pour les personnes qui recherchent du rendement, on voit quand même que les bancaires, ce ne sont pas des sociétés de croissance, mais plutôt des sociétés de rendement. Donc on va les acheter plutôt pour le rendement. Si on regarde la marge opérationnelle, donc BNP est largement devant avec 19%, et puis derrière on va retrouver Société Générale Crédit Agricole qui est de l'ordre de 10% en marge opérationnelle. Si on regarde la marge nette, on voit également que BNP est de l'ordre de 14%, et plutôt autour de 7 pour Société Générale et Crédit Agricole. Et si on regarde l'évolution du bénéfice par action donc sur les 5 dernières années, ça c'est un indicateur assez intéressant. C'est notamment un indicateur de santé en termes de gestion de l'activité. On voit qu'on est une croissance assez intéressante pour le Crédit Agricole à 8,2%. Également intéressante pour la BNP à 3,69%. Par contre, on voit qu'il y a une décroissance pour Société Générale. Donc, en conclusion sur l'analyse fondamentale, donc je positionnerai donc en première position la BNP, en deuxième position le Crédit Agricole et en troisième position la Société Générale. Maintenant, si on regarde l'analyse graphique, alors au niveau du BNP Paribas, donc vous avez en haut en fait l'évolution du cours sur les 20 dernières années hors dividende. Donc on peut voir que la pente est légèrement négative, on va dire stable. Bon, on a un coefficient de corrélation qui est de moins 0,19, donc ça veut dire que c'est une action qui fluctue énormément. Effectivement, si on regarde sur les 20 dernières années, on peut voir que 1, 2, 3, 4, 5 fois le cours de l'action est allé à moins 2 sigma et 1 à 2 fois à plus de sigma. Donc on peut voir qu'il y a une variation très forte du cours de l'action. Actuellement d'ailleurs, si on regarde l'évolution du cours ex-dividende, on est à un sommet quand même de l'ordre de 1 sigma. Alors, certains ont vu la chute des cours dernièrement en fait comme une opportunité. Alors oui et non, effectivement c'est une opportunité sur le très très court terme si on veut effectivement faire un aller-retour. Donc je pense que ça a été un pari gagnant. Maintenant, si on regarde sur le long terme, je ne suis pas sûr que l'action BNP Paribas a plus de chances d'aller sur les 2 sigma que de retourner au moins sur sa droite de régression, voire en dessous de la droite de régression. Statistiquement, je pense qu'il y a plus de chances qu'on parte vers le bas plutôt que vers le haut. Alors néanmoins, j'ai mis en bas, donc puisque c'est les bancaires ont un intérêt notamment pour le dividende. Donc si on regarde l'évolution dividende inclus, effectivement, on peut voir qu'on a une croissance en fait de l'ordre de 7%, croissance annuelle. Ça veut dire que si j'investis dans BNP Paribas et que plutôt que de percevoir les dividendes, je réinvestis de manière systématique les dividendes, et bien effectivement, je vois une évolution positive
du cours. À noter que le cours de l'action dividende réinclus, on est à peu près sur sa valeur de la droite de régression. Ça, c'est assez intéressant à retenir. Donc vous avez en haut hors dividende, en bas dividende inclus. Maintenant, si on regarde la même chose pour Société Générale, donc là on a une pente qui est négative si on exclut les dividendes, même un coefficient un peu plus fort, moins 5%. On peut voir que historiquement, elle a atteint plusieurs fois moins 1 sigma. Elle a atteint une fois, en fait, historiquement, les 2 sigma. Par contre, elle évolue de manière relativement régulière. Elle oscille autour de sa droite de régression. Hors dividende, on peut voir qu'on est un peu au-dessus de son cours théorique, de l'ordre de 25%, ce qui est quand même ce qui est important. Si on regarde maintenant la courbe du dessous, qui est les dividendes inclus, donc on peut voir cette fois-ci qu'on a une faible croissance, 3,5%. Alors, c'est un peu plus que les 20 dernières années, mais 3,5% par an, lorsqu'on a effectivement 1% d'inflation, bon, on a quand même une croissance. Maintenant, on peut se poser la question, dans un environnement inflationniste entre 4 et 8%, investir sur ce type d'action, est-ce que sur le très long terme, c'est avantageux? Donc là, il y a peut-être une question à se poser. Maintenant, si on regarde dividende inclus, on peut voir qu'on est à peu près à moins 1 sigma. Le prix moyen autour des 35,89. Donc on peut avoir, si on est sur le long terme et qu'on inclut les dividendes, eh bien effectivement, ça peut être une opportunité d'investissement à 21 €. Alors maintenant, si on regarde le Crédit Agricole, donc Crédit Agricole a également une pente négative si on regarde le dividende non réinclus. On peut voir également donc qu'il a atteint, comme les autres bancaires, dans les années 2006-2008, donc des 2 sigma. Et puis on voit quand même que aussi historiquement est capable d'aller à moins 1 sigma. On est actuellement, donc par rapport à sa droite de régression, donc sur les 20 dernières années, un petit peu au-dessus de son cours de l'ordre de 25%. Alors si on regarde maintenant la droite de régression dividende réinclus, on peut voir donc effectivement la croissance est quasiment nulle. Autrement dit, Crédit Agricole ne semble pas être une valeur long terme, y compris si on inclut les dividendes. On peut regarder que dans les deux cas aussi, le cours actuel du Crédit Agricole est au-dessus de sa droite de régression. Alors même si on peut faire comme pour BNP ou Société Générale, on peut faire un coup, un aller-retour, ou voir une opportunité sur la récente chute des cours, si on prend un peu plus de recul, bien c'est pas sûr qu'à horizon 3 mois, 6 mois ou 1 an, on soit réellement gagnant. Alors, quelle stratégie d'investissement? En fait, si on tient compte des commentaires que j'ai pu faire sur les analyses fondamentales et graphiques des actions, on voit quand même que pour un investissement long terme, la priorité pourrait être donnée à BNP Paribas, qui conjugue à la fois un intérêt graphique et puis un intérêt au niveau des fondamentaux. Crédit Agricole et Société Générale, même si Société Générale c'est un peu moins, mais en tout cas, on peut les avoir dans le portefeuille sur le court terme, profiter des dividendes ou profiter d'une chute récente du cours. Mais attention quand même, globalement, on l'a vu sur les graphiques, notamment au niveau des droites de régression, on est quand même un petit peu au-dessus en fait des valeurs théoriques. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les trois actions offrent un bon rendement, ça c'est clair. On est bien sur des actions de rendement. Attention à la volatilité,
même si on peut voir des opportunités lorsqu'il y a des chutes qui sont assez fortes, comme on l'a vu récemment, donc effectivement on peut faire un coup, entre guillemets. Mais est-ce que c'est durable? Donc là c'est un petit peu la question que je me pose. Moi, à titre personnel, ma stratégie sur ces 3 actions, c'est de profiter des bas de cycle. Alors, à -1, voire -2 écart type, on a vu quand même statistiquement plutôt -1 écart type, mais on va le voir souvent, lorsque ces actions vont à -1 écart type, c'est qu'il y a un problème. Alors, soit un problème systémique, et là tout le monde prend peur, soit un problème spécifique à une banque, hein. On se souvient Crédit Agricole avec les problèmes de Grec avec la banque Emporiki. Bon, ça avait envoyé Crédit Agricole à un niveau très très bas et là plus personne voulait acheter en fait. C'est toujours la problématique, c'est lorsque ce type d'action va à la cave, ben, est-ce qu'on rattrape un couteau qui tombe et à quel moment en fait on va rentrer sur ces actions. Donc une analyse plus long terme avec notamment les droites de régression, ben, ça peut aider aussi pour savoir à quel moment rentrer sur les actions. Voilà, j'ai terminé avec la vidéo. Alors là, je vous mets, vous pourrez faire des arrêts sur image. Donc c'est les ratios un peu plus exhaustifs sur chacune des banques. Donc là, on va voir sur BNP Paribas. Donc vous allez retrouver au niveau des ratios les prix et volumes. Vous allez retrouver des données sur les comptes de résultats, l'efficacité de gestion, toute la partie valorisation. Donc ça c'est au milieu, la santé financière et les marges. Et ensuite à droite, on va retrouver par action des indicateurs clés et puis des taux de croissance annuels composés. Donc ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil en fait sur ces éléments. Donc on va l'avoir ici pour BNP Paribas. On va l'avoir maintenant pour Société Générale. Alors vous voyez tout en bas en fait vous avez la date, hein, c'est la fraîcheur des données. Par exemple ici pour Société Générale, donc on est au 21 mars 2023. Et puis enfin, pour le Crédit Agricole, donc un update qui date ici du 9 mars 2023 avec les mêmes éléments. Donc, moi, je me suis basé principalement sur ces éléments pour faire mon analyse comparative des 3 actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.